Bonjour, je m'appelle Julien Habert, je travaille chez Terrasol et ce matin je vais vous parler, pour terminer la matinée, des travaux récents qui ont pu être réalisés sur les abacs de prédimensionnement de la résistance des tirants d'ancrage scellés. Alors pour ce faire, j'ai préparé le sommaire suivant. L'idée c'est de préparer le contexte dans lequel s'est inscrit ce travail, les objectifs de ce travail. On verra que ce travail a consisté, en ce qui concerne la résistance, à construire une base de données d'essais de chargement, d'essais d'arrachement d'ouvrages en traction. Je présenterai dans une troisième partie les résultats et puis l'analyse qui a pu être faite pour terminer par une conclusion. Voilà. Donc effectivement, ce travail s'est inscrit dans le cadre de travaux du projet national ARSCOP, nouvelles approches de reconnaissance des sols et de conception des ouvrages à partir du pressiomètre, donc un projet national qui est en cours, qui dure 4 ans, projet national collaboratif de recherche voué au pressiomètre. Et dans ce travail-là, évidemment, il y avait l'idée de valoriser les règles de calcul semi-empiriques basées sur l'essai pressiométrique. Et donc, un des axes était d'estimer le comportement axial des ouvrages en traction à partir du pressiomètre. Donc, on passe de la courbe pression-volume, c'est pas ça le pointeur, de la courbe pression-volume au comportement charge-déplacement d'un ouvrage en traction. Et en particulier, à l'intérieur de ça, il y a l'idée de réfléchir à la détermination de la résistance, de la charge critique de fluage de ces éléments. Et le travail que je présente aujourd'hui, il faut avouer également qu'il a été initié pour les micropieux, et puis finalement, il a été étendu aux tirants d'ancrage scellés. C'est pour ça que je le présente ce matin. Voilà. Donc effectivement, pour rappeler les abacs ou les règles basées sur l'essai pressiométrique existantes, elles s'organisent de la façon suivante en ce qui concerne les tirants, en ce qui concerne les abacs qui sont repris dans les règles TA. Donc on a une classification conventionnelle des terrains ici. On a différentes techniques d'exécution des tirants et on va avoir accès à un frottement axial unitaire, QS, ici, qui est donné, qui dépend de la pression limite pressiométrique, et également un coefficient d'expansion alpha. Et ça va nous permettre à la fin de calculer la résistance qu'on va pouvoir obtenir avec un tirant. Ce que ne dit pas le tableau là, c'est que également les coefficients d'expansion alpha, qui sont des coefficients qui traduisent l'expansion du diamètre du forage lié à l'expansion, sont également assujettis de volumes minimaux d'injection dans le terrain. Et bien sûr, ces volumes d'injection sont également très importants et à respecter pour aller chercher ces valeurs de alpha. Bien sûr, ça reste des règles semi-empiriques. Ça veut dire que quand on compare les résultats donnés par ces calculs et les résultats des essais de chargement, on obtient une certaine dispersion, c'est-à-dire qu'ici on a en abscisse la pression limite et en ordonnée le frottement axial unitaire mesuré. Les traits, ce sont tout simplement les droites, ce sont les droites issues de ces formules de calcul, et les points, ce sont les résultats des mesures. Des règles semi-empiriques, donc on n'a pas toujours juste, parfois on a un peu moins, parfois on a assez bon, puis parfois on a un peu plus que ce que donnaient les règles. Cela étant dit, si on veut maintenant utiliser ces règles pour un prédimensionnement pratique, il y a un certain nombre de questions qui se posent, et notamment on a envie de confirmer leur validité, et si on rentre dans le détail des calculs, à un moment on va devoir déterminer des valeurs caractéristiques de la résistance, c'est-à-dire ici ce qui est appelé ce qui est noté RSK, résistance caractéristique en frottement. Et cette valeur caractéristique, elle traduit une certaine probabilité de mise en défaut, et du coup on va vouloir également quantifier la dispersion de ces règles, conformément aux prescriptions générales, c'est-à-dire des eurocodes qui demandent de définir les valeurs caractéristiques. Et donc, pour caractériser ces valeurs caractéristiques, on va faire intervenir un petit facteur partiel ici, un facteur de modèle qui traduit la dispersion de ce modèle de calcul, ce qui permettra d'assurer que la valeur caractéristique qu'on obtient in fine est associée à une probabilité de mise en défaut qui est quantifiée. Voilà. Bien sûr, tout ça, c'est pour le prédimensionnement, parce que les tirants d'ancrage, comme on l'a rappelé ce matin, sont tous réceptionnés. Voilà. Le deuxième point, quand on regarde les règles en vigueur, c'est qu'effectivement, ce que je viens de vous présenter, c'est ce qui est valable pour les tirants d'ancrage scellés. On constate également qu'il y a des règles qui existent pour d'autres ouvrages qui sont proches, là j'ai écrit similaire, on va dire, qui sont proches, à savoir les micropieux qui sont injectés sous pression, dans lesquels on a également d'autres règles de prévision de la portance qui se construisent différemment. Ce qu'on constate à la fin, c'est que quand on reporte sur un même graphique et les règles relatives aux micropieux injectés sous pression, qui ne portent pas exactement les mêmes noms, et les règles de tirant d'ancrage, on a des différences de valeurs de résistance qu'on va pouvoir aller mobiliser. Donc évidemment, la question, confirmons d'autant plus la validité de ces règles-là. Voilà.
Alors, effectivement, pour faire ce travail, on a travaillé à la constitution d'une base d'essais. L'idée, ça a été de se baser sur les essais à la rupture qui sont quasi systématiquement réalisés dans le cadre des chantiers, des essais préalables, des essais de conformité, et on allait chercher des essais qui étaient disponibles dans les archives de la SNCF, de RTE et du CEREMA. Au total, on a analysé à peu près 350 essais. Le seul problème, c'est qu'en récupérant 350 essais, on n'avait pas directement travaillé sur ces essais. Il s'avère qu'on n'en a conservé qu'une cinquantaine pour la base. Donc c'était un peu décevant par rapport aux objectifs initiaux. On n'en a conservé qu'une cinquantaine pour un certain nombre de raisons. Parce qu'il est souvent difficile de mettre la main sur les conditions d'injection, la charge maximale d'essai reste relativement faible et du coup l'essai est limité simplement par des problématiques techniques. Et c'est pour ça que pour aller au-delà de cette cinquantaine d'essais, il a été décidé de reprendre les essais qui avaient servi à établir les ABAC du TA95. Et ça a permis ensuite de faire une analyse statistique globale. Voilà. Alors, un dernier détail, derniers éléments sur la constitution de la base d'essai. Ce qu'il faut dire, c'est que, effectivement, il y a eu un classement relativement propre qui a été effectué, et notamment pour les tirants d'ancrage scellé, l'idée, ça a été bien de conserver uniquement les tirants d'ancrage IGU et IRS. Mais quand on dit ça, on évoque en passant des choses très importantes, et notamment des pressions d'injection qui sont véritablement liées au terrain. Pour un tirant IGU, injection globale et unitaire, on a une pression d'injection qui est comprise entre la moitié et la pression limite pressiométrique. Et pour IRS, on a une pression d'injection qui est supérieure à la pression limite pressiométrique. Donc évidemment, c'est des choses qui diffèrent, en particulier des pressions d'injection qui seraient liées aux micropieux de type 3 et type 4. Mais pour faire l'analyse proprement, il fallait faire cette sélection. Bien sûr, ces tirants ont également été associés à des débits d'injection limités, à des volumes d'injection en cohérence avec l'augmentation du diamètre alpha qui était considéré, ce qui fait qu'à la fin, dans la base, on avait des tirants qui comprenaient un diamètre de forage compris entre 90 et 250 mm, et des longueurs scellées qui étaient comprises entre 5 et 18 mètres pour aller vite. Voilà. Ce qui fait qu'à la fin, la base d'essai, elle a compris cet ensemble d'essais. Il y a des choses qui ne concernent pas les tirants aujourd'hui, mais voilà, qui sont mises pour mémoire pour montrer qu'on a également travaillé sur les micropieux. On a les catégories de sol ici à gauche et on a les techniques d'exécution ici à droite, et donc notamment la colonne IGU et la colonne IRS. Ce qu'il faut dire, c'est que parmi ces essais-là, il y a certains tirants qui étaient instrumentés, ce qui fait parfois qu'un tirant donne plusieurs valeurs de QS. Voilà. Et donc, voilà les résultats qu'on a pu obtenir, cette fois-ci dans une troisième partie, qui vont être présentés de plusieurs façons différentes pour en permettre l'analyse. Alors, tout d'abord, il y a un certain nombre d'essais qui est présenté. Ça ne sert à rien de faire de chercher la cohérence entre ce nombre ici et le nombre qui est indiqué dans les tableaux précédents, parce qu'il y a des différences, parce que certains tirants ou micropieux étaient scellés dans plusieurs terrains, et donc on n'a pas autant de valeurs selon les analyses qui peuvent être présentées. En tout cas, sur cette première diapositive, on reporte tout simplement la valeur du frottement axial mesuré par technique d'exécution et par type de terrain. Donc ici à gauche, c'est la pression limite en abscisse, et puis le produit alpha QS en ordonnée. Et puis, c'est la même chose ici, sauf qu'ici, c'est présenté par type d'exécution et ici par type de terrain. Donc voilà, on a des nuages de points assez globaux, mais qui semblent évoluer relativement linéairement avec la pression limite pressiométrique. Voilà. Après, on fait le même exercice, mais cette fois-ci, on va représenter ce qu'a donné les mesures, à chaque fois en abscisse, et ce qu'a donné les ABAC, ce qu'ont donné les ABAC de prévision de la résistance. Alors, comme le travail a été fait un peu en amont de cette journée, c'est encore écrit à 95, mais l'idée est la même. Voilà. Et donc, en fait, a été également tracée la première bissectrice. Ici, si on est exactement sur la première bissectrice, ça veut dire que l'essai a donné la même chose que la méthode de calcul. Si on est en dessous, ça veut dire que la résistance mesurée ici est plus forte que la résistance calculée, et inversement si on est au-dessus. Et le travail est fait en distinguant les types d'injection et les types de terrain conventionnels. Voilà. On voit quand même qu'on est relativement bien centré déjà autour de cette première bissectrice. On a une dispersion assez équilibrée, on va dire, de part et d'autre de cette première bissectrice. Pour continuer l'analyse de cette chose-là, pour essayer de quantifier cette fois-ci la dispersion, on va cette fois-ci travailler avec le rapport entre la résistance calculée et la résistance
mesurée. C'est toujours les mêmes données qui sont utilisées, mais cette fois-ci, c'est le rapport entre la résistance calculée et la résistance mesurée qu'on regarde. On peut représenter l'évolution de ce rapport sous forme d'histogramme, c'est ce qui est représenté ici en bleu. Donc on voit qu'on a un certain nombre, ici on a un pic, on a un certain nombre d'essais pour lesquels la résistance calculée est proche de la résistance mesurée. Par contre, on a des essais ici pour lesquels la résistance calculée ne va être qu'une fraction de la résistance mesurée. On est du côté de la sécurité. Inversement, ici, on a une résistance calculée qui est égale à 2 fois, par exemple, la résistance mesurée. Ça veut dire qu'on surestime la résistance. Pour continuer encore l'analyse, cet histogramme, on va le transformer cette fois-ci en fonction de répartition, comme ceci. C'est la droite qui est cette fois-ci en rouge. Et là, ça permet véritablement de bien comprendre la répartition et la précision de la méthode de calcul. Alors effectivement, le travail cette fois-ci, on va pouvoir le faire en distinguant les choses pour différentes techniques d'injection et différents types de sols. Donc là, c'est ce qui est représenté pour les IGU, les IRS, on a 2 droites différentes et puis de façon globale. Et on a la même chose pour différents types de sols. Ce qu'il faut bien voir, c'est que plus la fonction de répartition est verticale que ceci, plus la méthode est précise. Et au contraire, quand la fonction de répartition va s'étaler, et notamment qu'on va avoir une queue ici de fonction de répartition qui tend vers là, on va avoir une certaine dispersion. Et du coup, ça, on va pouvoir l'utiliser pour définir le facteur de modèle qui va nous servir à obtenir, quand on aura la valeur caractéristique, un pourcentage de mise en défaut limité. Donc après, l'idée c'est de se fixer un pourcentage de mise en défaut. Alors l'Eurocode parle par défaut de 5 à 10%. Là, on a repris en fait un pourcentage de mise en défaut légèrement différent qui vient du travail identique qui a été fait pour élaborer les règles de calcul des fondations profondes, règles qui sont indiquées dans la norme NFP 94262. Et donc on a repris un pourcentage de mise en défaut de 17%. Et en se fixant ce pourcentage-là, on peut définir simplement, graphiquement, les valeurs de facteurs de modèle à utiliser. Là, j'ai repris, on va dire, les cas les plus courants, les IGU dans les argiles et les limons, les IGU dans les sables et graves, et réciproquement les IRS dans les argiles et les limons et dans les sables et graves. Et donc, les valeurs de facteurs de modèle qui sont obtenues sont reportées ici sur l'histogramme. C'est la 3e partie de l'histogramme qui est la valeur ici en rouge. Donc voilà, on a un 31 dans les IGU dans les argiles et les limons, on va avoir un 39 pour les IRS dans les argiles et les limons, un peu moins pour les IGU dans les sables et graves, mais on voit que la courbe correspondante est relativement décalée à gauche, ça veut dire qu'en moyenne on surdimensionne les tirants injectés de façon globale et unitaire dans ces terrains-là. Et puis on a la dernière valeur pour les IRS dans les sables, et puis l'analyse globale. Ce qui était intéressant, c'était également de reporter les médianes et les moyennes pour voir quelle était la justesse de la méthode de calcul. Mais voilà les méthodes qu'on obtient qui sont, justifiées par l'analyse de la base d'essai. Et deuxièmement, je pense qu'on peut dire qu'elles restent relativement faibles. On n'a pas de différence particulière, notamment entre les sables et les argiles. L'ordre de grandeur du facteur de modèle est relativement proche. Voilà. Alors après, pour terminer la base, elle a permis également de regarder d'autres sujets. Il y avait un point qui nous semblait important, c'était l'évaluation de la charge critique de fluage, parce que, effectivement, là, on s'est concentré préalablement sur la résistance limite, la résistance ultime, mais parfois on peut avoir besoin de la charge critique de fluage, et du coup, la base d'essai a permis également de regarder le rapport entre ces deux paramètres, et donc là, c'est un certain nombre de points est reporté. Là, c'est la résistance ultime limite mesurée. Là, c'est la charge critique de fluage. Et donc, là, on obtient une droite qui est assez propre, qui montre que la charge critique de fluage, en tout cas pour les tirants de la base d'essai, c'est environ 75% de la résistance limite. Voilà. Donc, suite à ça, ça permet de finir par quelques conclusions. On se rend compte que, sous réserve d'appliquer des conditions d'exécution strictes qui sont associées aux tirants IGU et IRS, ça comprend des pressions, des volumes, mais aussi des débits d'injection. Les abacs de prédimensionnement sont bien calés, masculins. On voit également que la dispersion, elle est quantifiée et elle reste limitée. Et on voit vraiment que pour les sols fins et grossiers, quel que soit le type d'injection,
une mise en défaut similaire à celle des fondations profondes, c'est-à-dire 17% de mise en défaut ou le fractile à 83%, est couvert par un facteur de modèle qui est compris entre 1,3 et 1,4. Voilà. Et puis pour finir, la charge critique de flux H représente bien en moyenne 75% de la résistance limite, en disant qu'effectivement pour ce type d'ouvrage, on aurait peut-être plutôt retenu 70%, mais voilà, la base d'essai atteste de l'ordre de grandeur qu'on aurait retenu a priori. Je vous remercie de votre attention.